La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 31 juillet 2024. Il s'appelle ce matin « Trop tôt pour se la couler douce en bourse ». La purge sur les actions technologiques a repris hier aux États-Unis avant les chiffres publiés en soirée par Microsoft et AMD. C'est le début d'un marathon qui va s'achever vendredi après-midi mais dont le point d'orgue devrait avoir lieu ce soir avec la mise à jour de la politique de la Banque centrale américaine pour les mois à venir. On va faire le point là-dessus ce matin dans une actualité qui est fort dense ma foi. Les marchés financiers sont donc entrés dans le vif du sujet depuis hier soir avec un menu dont les amuse-bouches étaient composés de Microsoft et d'AMD. La décision de la Banque du Japon sur ces taux ce matin tient lieu d'entrée avant le plat de résistance constitué ce soir par la Réserve fédérale américaine. Elle va fournir elle aussi la dernière mise à jour de sa politique monétaire. Meta va servir d'entremets ce soir avant le dessert qui est composé d'Apple et d'Amazon jeudi après la clôture de la bourse américaine. Le café et les milliardises seront assurés par les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis et eux, ils seront publiés vendredi après-midi. Alors la question qui se pose maintenant c'est est-ce que cette ripaille sera digeste aux yeux des investisseurs? Auront-ils besoin d'un demi-litre de Génépi pour faire glisser tout ça? Si vous avez la réponse, vous êtes probablement en course pour devenir le meilleur investisseur de tous les temps. Plus prosaïquement, certains des plats ont déjà été servis. Microsoft a un petit peu déçu le marché hier soir pendant qu'AMD a réjoui ses fans. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que les investisseurs ne vont pas sauter de joie sur la dynamique des grandes plateformes technologiques, mais qu'ils pourraient trouver une base de rebond pour le secteur des semi-conducteurs qui a été vraiment mise à mal ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout, la Banque du Japon a confirmé la fin progressive de son plan de soutien monétaire qui dure depuis une éternité. Elle a ainsi relevé ses taux de 15 points de base pour les porter à 0,25% tout en proposant de diviser par deux le rythme de son programme de rachat d'obligations. Il va être ramené de 6 000 milliards à 3 000 milliards de yens mensuels à partir du mois de janvier 2026. Il me semble que ces décisions sont conformes à ce qui était attendu en attendant évidemment les commentaires additionnels du gouverneur Kazuo Ueda. Ça c'est à partir de 8h30 ce matin à Paris, mais comme j'enregistre avant 8h, eh bien je ne peux pas vous en parler. À ce stade, le yen s'est un petit peu renforcé, ce qui est assez logique, pendant que les actions des valeurs bancaires japonaises affichaient les meilleures progressions du jour. Ça aussi c'est assez logique. J'en profite pour faire une petite parenthèse, il peut sembler étrange que la politique monétaire japonaise intéresse à ce point les médias occidentaux, mais c'est parce qu'elle a un effet papillon sur la finance globale. Le yen est en effet au cœur d'une stratégie classique et éprouvée qu'on appelle le carry trade, qui consiste à profiter de l'opportunité offerte par l'emprunt d'une monnaie à faible taux d'intérêt pour acheter des actifs mieux rémunérés ailleurs. D'ailleurs, les investisseurs japonais, eux, ils utilisent les yens pour acheter des bons du trésor américain dont ils sont les plus gros détenteurs dans le monde. Donc si les taux japonais remontent et que les taux américains baissent, ce qui est un petit peu la double théorie dominante du moment, eh bien l'intérêt de cette stratégie se réduit et comme des masses colossales d'argent sont en jeu et qu'elles concernent en premier chef la dette américaine, on comprend que les actes de la BOJ sont scrutés de près ailleurs dans le monde. D'ailleurs, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, puisque les opérations de carry trade ont aussi d'importantes conséquences sur les marchés émergents. On a eu récemment des exemples parlants, notamment avec le peso mexicain. Je reviens sur la séance d'hier en Europe qui s'est terminée généralement dans le vert. Du côté des États-Unis, eh bien les financiers ont fait reculer le Nasdaq de 1,4%. Ça, c'est le signe d'une certaine défiance avant les chiffres de Microsoft et compagnie. Ils ont aussi maintenu le Dow Jones et le Russell 2000 dans le vert, et ça montre qu'ils sont relativement confiants sur l'orientation de la politique monétaire américaine. Et là, je vous rappelle que la décision de la Fed sera annoncée à 20h heure de Paris ce soir. C'est donc pendant la séance américaine, mais après la clôture européenne. Et comme il s'agira selon toute vraisemblance d'un statu quo, eh bien le marché réagira surtout à la conférence de présentation de la décision qui est tenue par Jérôme Powell un petit peu après à partir de 20h30. Et là, comme le marché tient pour acquise une première baisse de taux en septembre, il va donc se concentrer probablement sur les indices concernant le coup d'après, à savoir s'il y aura une ou deux baisses de taux additionnelles d'ici la fin de l'année après celle du mois de septembre. Un biais en faveur de 3 baisses de taux au total en 2024 profiterait évidemment aux valeurs décotées et au Russell 2000 par exemple. Ça évidemment c'est pour la théorie, parce que le diable se cache toujours dans les détails quand il s'agit d'interpréter les galimatia banco-centralesques. Je veux vous parler en introduction d'une actu assez dense et de fait il me faut aussi mentionner 4 autres points qui ont leur importance pour les marchés financiers aujourd'hui. D'abord, et c'est la marque de fabrique de la seconde moitié de juillet, tout un tas de résultats d'entreprises vont encore se télescoper en cours de séance aujourd'hui. Deuxième point, Kamala Harris est en train de gommer l'avance de Donald Trump dans les swing states, ces
États clés de l'élection présidentielle américaine. On sait que la candidate démocrate est encore dans sa période d'état de grâce et que tout paraît lui réussir, mais cela démontre quand même que le duel qui se profile sera probablement très serré, plus serré en tout cas que si Joe Biden s'était maintenu. Troisième élément, on a l'or et le pétrole qui ont été tirés vers le haut aujourd'hui par les regains de tensions géopolitiques. Il s'agit principalement de la contestation qui monte au Venezuela pour contester la réélection de Nicolás Maduro et aussi de la mort du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en Iran, qu'Israël bien sûr pourrait avoir orchestré. Enfin, quatrième point à surveiller, en Chine ce matin, les autorités ont annoncé des PMI en ligne avec les attentes pour le mois de juillet. Le PMI manufacturier reste en zone de contraction à 49,4 points, tandis que le PMI des services s'affaiblit un petit peu mais reste en zone d'expansion modeste. Il est à 50,2 points comme cela a été prévu. Alors ce sont des données qui sont toujours peu compatibles avec un réveil économique dynamique, mais hier le Politburo a promis de nouvelles mesures de soutien politique dans les semaines et les mois à venir. Parole semble dire les investisseurs qui sont un petit peu lassés des promesses. En tout cas, on va le voir juste après, les marchés chinois réagissent positivement ce matin. En Asie-Pacifique, justement, le vert domine. Les investisseurs n'ont pas vu de gros cartons dans les chiffres de Microsoft, même si le titre a baissé post-séance, et ils gardent surtout un biais positif sur la politique de la Fed. Le Nikkei 225 gagne 0,1% après la décision de la BOJ. En Chine, eh bien, les indices du continent et de Hong Kong gagnent 2% en dépit des errements économiques. La Corée du Sud et l'Inde progressent pour leur part de 0,4% et l'Australie est plus vigoureuse avec un ASX 200 qui s'adjuge 1,4%. Il est bien aidé par les valeurs financières et minières dans le sillage d'un chiffre d'inflation de base australien plus faible que prévu en juin et ça éloigne le spectre d'une hausse de taux de la Banque centrale australienne. L'Europe pour sa part est attendue légèrement dans le vert à l'ouverture, en tout cas à l'heure où j'enregistre. Du côté de l'actu des sociétés, il y a donc beaucoup de chiffres aujourd'hui. En France d'abord, Airbus a publié des résultats en baisse mais moins que prévu et ça aide le titre à rebondir hors séance. Airbus qui fait quand même en parallèle l'objet d'une enquête pénale au Royaume-Uni pour violation potentielle du contrôle des exportations. Schneider Electric a relevé ses objectifs 2024, les attentes sont toujours très élevées sur Schneider. L'Oréal a publié des chiffres mitigés mais la hausse a l'air de l'avoir emporté hors séance. Safran améliore ses résultats mais reste pénalisé par ses sous-traitants au premier semestre et Danone parvient à dégager 4% de croissance organique au T2. On a aussi Klépierre qui relève ses prévisions et Bolloré qui a publié un bénéfice d'exploitation en hausse au premier semestre grâce notamment à la communication. Par ailleurs, Stellantis déclare ne pas avoir l'intention de vendre Maserati après un commentaire un chouïa tendancieux du CEO Carlos Tavares sur les marques qui perdent de l'argent et qui ont vocation à être arrêtées. La Société Générale va céder sa filiale béninoise. J'ai oublié les chiffres de Téléperformance qui enregistrent une croissance de 2,4% de son chiffre d'affaires au T2 soutenu par la région Asie-Pacifique et les résultats de Casino qui chute avec la restructuration en cours. On a aussi des chiffres du côté de Viridien, d'EuroAPI, de Tikeo, de Coeris, de NetGem, Deezer, Big Ben, Nacon, Energism ou encore Aventura. L'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire Eagle Football transfère un défenseur international irlandais, Jack O'Brien, à Everton pour 19,5 millions d'euros. On a quelques levées de fonds ou projets de levée de fonds du côté d'Aelis Pharma, de DroneVolt ou encore de Neovax. Dans le reste du monde, en Europe d'abord, HSBC a dépassé les attentes de bénéfices au T2. On a aussi des grosses augmentations de bénéfices pour BBVA et CaixaBank en Espagne. Solvay, pareil, augmente ses résultats grâce à la hausse des volumes et l'amélioration de ses coûts. Le bénéfice de Smurfit, en revanche, au deuxième trimestre chute en raison d'une baisse de la demande et d'une hausse du coût des intrants. Les objectifs sont révisés en baisse du côté de Lufthansa et de Kion en Allemagne. Par ailleurs, Leonardo a confirmé des discussions à l'échelle européenne sur le spatial qui impliquent probablement Thales et Airbus. Sur l'agenda des publications en Europe, aujourd'hui, on a HSBC, Rio Tinto, Schneider, GSK, Safran, Siemens Healthineers, BBVA, Danone, Wolters Kluwer, Adidas, CaixaBank, Swisscom, Aena, Amadeus, Legrand, Telefonica, Tenaris, etc. Il y en a encore beaucoup. Côté États-Unis, les résultats qui ont été accueillis favorablement post-séance hier, on a Arista, Starbucks, Caesars Entertainment, AMD et Match Group. Les résultats qui ont été accueillis plus froidement, c'est ceux de Microsoft, de Skyworks, de Stryker, de Public Storage ou encore de Pinterest. Intel va lancer un vaste plan social pour financer son redressement selon les infos de Bloomberg et Vista Outdoor étudie la vente de son unité d'articles de sport en plus de la vente de ses munitions. Par ailleurs, Blackstone a entamé des pourparlers en vue d'acquérir Retail
Retail Opportunity Investments, a appris Reuters. Sur l'agenda américain aujourd'hui, on a Meta, Mastercard, T-Mobile US, Qualcomm, Alibaba, ARM, Lam Research, Boeing, Automatic Data Processing, KKR, Train, Altria, Marriott, American International Group, MetLife, Johnson Controls ou encore Hess et Cencora. Là aussi, il y a beaucoup d'autres publications. Côté Asie-Pacifique, Samsung Electronics signale une forte demande en matière d'IA et un bénéfice en hausse grâce à l'augmentation du prix de ses puces, le titre gagnant environ 0,5% après la publication des chiffres. Rio Tinto a annoncé un bénéfice semestriel globalement stable, le titre a rebondi de 2% en Australie. Denso, en revanche, le japonais revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour l'exercice. L'action Toyota a été, elle, chahutée après des méventes et une ordonnance du ministère japonais des Transports concernant des violations dans les procédures de certification de certains véhicules. Par ailleurs, BYD étudie la possibilité d'entrer sur le marché canadien de l'automobile et Pacific Smiles estime que l'offre de Genesis Capital est supérieure et demande à NDC, qui avait déjà publié une offre, de s'ajuster. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Samsung, Hitachi, ITC, Daiichi Sankyo, Mediatek, Mizuho Financial, Maruti Suzuki, Denso, PT Bayan ou encore Takeda. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.